Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'être accueillis par Tony Gomez, ici dans le restaurant Chez Laurent, au lieu évidemment des décideurs politiques et économiques. Alors, nouveau lieu, nouveau décor, forcément, mais toujours le même objectif, celui de vous faire partager des parcours inspirants et des analyses éclairantes justement sur notre époque pour mieux la comprendre et évidemment anticiper les grands défis à venir. J'accueille aujourd'hui Laure Mahé, directrice générale France et Benelux de Mars Pet Nutrition. Bonjour Laure. Bonjour Magali. Merci infiniment d'être avec nous dans On se dit tout. Vous êtes une décideuse engagée, vous allez nous en parler. On va parler évidemment de Mars Pet Nutrition, qui est la division des produits pour animaux du géant Mars, qui regroupe plusieurs marques comme Pedigree, Whiskas, Sheba, César ou Katsan. Mais auparavant, et c'est le principe de l'émission, Laure, on a envie de parler de vous, de savoir ce qui vous a construite en fait, professionnellement, personnellement. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie ? Alors, ce qui me motive dans la vie, c'est évidemment mon métier et en particulier l'industrie agroalimentaire. Moi, je trouve que c'est une industrie absolument fascinante parce qu'elle est éminemment culturelle. Elle est liée à nos pratiques. C'est une forme de tissu de l'humanité, en quelque sorte, l'alimentaire. Et en même temps, elle a énormément d'impact. Quand je pense aujourd'hui que presque 20% des émissions carbone dans le monde entier sont générées par notre alimentation, je me dis qu'en travaillant dans cette industrie, je peux chaque jour faire bouger les lignes. Et ça relie à ce qui aussi m'anime dans la vie, c'est-à-dire ce qui est en dehors du travail. Moi, je suis mère de famille, j'ai envie de construire un monde meilleur pour mes enfants demain. Et le fait de pouvoir le faire tous les jours au quotidien dans mon métier, c'est évidemment une énorme source d'énergie. Alors ça, c'est aujourd'hui, parce que au départ, je crois que vous vouliez être comédienne. Oui, alors vous savez, on a toujours des rêves d'enfants. Moi, j'ai grandi dans le sud-ouest de la France, très loin de l'environnement business ou décideur qu'on décrit aujourd'hui. Et effectivement, j'ai toujours adoré être sur les planches. Ça m'a donné beaucoup d'énergie. Probablement, ça a nourri une forme de confiance en moi. De théâtre, hein, donc, exactement, voilà. Exactement. Mais ça m'a aussi appris à me plonger dans la réalité de personnages, d'individus, de l'humain. Et en fait, c'est ce qui me passionne encore aujourd'hui. Ça donne une confiance en soi aussi, hein, le fait de monter sur les planches. Ça donne de la confiance en soi. Ça apprend aussi à maîtriser ses peurs et ses doutes. Oui, voilà, parce qu'on doit s'exposer. Et je pense que j'ai appris par ça à aussi embrasser une forme de vulnérabilité qui caractérise beaucoup le modèle de leadership que j'essaie de poursuivre aujourd'hui. Et vous avez commencé votre carrière dans le conseil chez McKinsey. Vous vous êtes tourné ensuite vers l'agroalimentaire. Comment s'est fait ce switch ? Alors, vous savez, l'avantage du conseil, c'est évidemment qu'on est un peu touche à tout et ça permet de découvrir un grand nombre d'industries tout en structurant des fondamentaux de sa carrière. Et justement, j'ai découvert l'agroalimentaire et c'est là où cette combinaison entre une industrie qui parle à tout le monde, parce que vous allez dans un dîner de famille, tout le monde va avoir un point de vue sur Sheba, Pedigree ou alors sur les M&M's qu'on vend aussi dans le groupe Mars. Et en même temps, c'est une industrie extrêmement sophistiquée. D'abord, par le très réglementée, bien sûr. Exactement. Donc, elle est sophistiquée parce qu'elle a un très fort lien avec l'amont agricole qu'il faut sans cesse continuer de développer et de pérenniser. Et puis aussi, c'est une industrie avec de multiples parties prenantes, les distributeurs, évidemment les pouvoirs publics parce qu'on a aussi des enjeux pour apporter la meilleure alimentation à nos consommateurs. Et tout ça a donné une forme de combinaison magique qui me fait lever tous les matins. Alors justement, comment défendre une alimentation meilleure pour les animaux et pour l'homme, tout en étant vertueux en matière d'environnement, c'est aussi un défi majeur. Oui, alors tout à fait. On a un vrai enjeu sur l'alimentation animale. Mais sachez que l'alimentation animale, elle joue aussi son rôle dans la circularité, puisqu'en fait, la base de la protéine animale qui va dans les croquettes ou dans la pâtée que vous allez donner à vos animaux, c'est de la valorisation de restes de protéines animales qui justement ne va pas être utilisée dans l'alimentation humaine. Donc on a évidemment cette très forte responsabilité de continuer notre réduction d'empreinte, et c'est aussi pour ça que
Au-delà de cette valorisation, on va vraiment travailler sur des efforts de formulation et puis de réduction de l'empreinte carbone de bout en bout, puisqu'elle ne se limite pas à l'amont agricole, elle s'incarne aussi dans nos usines ou dans nos chaînes logistiques, par exemple. 6 Français sur 10 possèdent un animal de compagnie. C'est quand même, l'alimentation pour leur animal, c'est quand même quelque chose qui pèse aussi dans le budget des Français. Ça aussi, ça a été un défi pour Mars Pet Nutrition, l'inflation. Alors l'inflation, c'est un véritable défi. Si vous regardez les 3 dernières années, l'alimentation animale a été touchée par en moyenne 20% d'inflation. Donc c'est complètement significatif. Et évidemment, on est très préoccupé par les enjeux de pouvoir d'achat des consommateurs français. Donc c'est à nous de trouver les bonnes formules, évidemment pour permettre à chacun de nos animaux préférés de s'alimenter. Hein. C'est quand même 27 millions d'animaux en France. Évidemment, on a aussi de la proposition de valeur via de la promotion pour accompagner des foyers parfois plus modestes qui ont besoin de continuer à alimenter leur animal préféré. Alors, on va parler de vos salariés. Ils sont autorisés à venir avec leur animal de compagnie au bureau, c'est vrai? Oui, alors on les appelle pas nos salariés chez nous, ni même nos collaborateurs. Chez Mars, on parle d'associés, parce que chez Mars, on travaille avec Mars plus que pour Mars. Et effectivement, nos associés, depuis plus de 40 ans, via notre initiative Dog at Work, dans la très grande majorité de nos bureaux, viennent avec leurs animaux de compagnie. Et en fait, c'est une source d'énergie géniale. Déjà, il n'y a pas trop de bruit parce que ça... Alors vous savez, ils sont très raisonnés, ça s'habitue. Les animaux, comme leurs maîtres, sont des individus qui ont un certain savoir-vivre. Donc parfois, ça se chamaille un peu, mais c'est assez sympa. Et je dirais qu'en fait, ce qui est chouette avec ça, c'est que ça apporte toujours une forme de joie de vivre. Nous, on travaille beaucoup chez Mars sur l'importance de la possession d'un animal de compagnie sur la santé mentale. C'est très vrai. D'ailleurs, même dans les maisons de retraite, on voit que de plus en plus les animaux rentrent aussi pour. C'est un compagnon très important pour le psychisme, en tout cas des personnes. Hein. Tout à fait. On travaille on a fait une grande étude l'année dernière sur l'impact de la possession d'un animal de compagnie sur la santé mentale, et vous avez plus de 84% des possesseurs d'animaux de compagnie qui disent que c'est un impact positif. Vous savez même que quand les gens ont panne morale, plus de 50% d'entre eux ont besoin d'être avec leur animal de compagnie. C'est un tiers avec leur partenaire. Ah oui, donc ça donne à réfléchir. Hein. La lutte contre le gaspillage alimentaire aussi fait partie des préoccupations de Mars Pet Nutrition. Tout à fait. Alors, on a évidemment une approche de minimisation dans le cadre de notre chaîne de production qui est extrêmement importante. Hein, où on essaie d'utiliser le maximum. On le relie aussi avec notre responsabilité sociétale, c'est-à-dire qu'on travaille aussi beaucoup dans le don. L'année dernière, à l'échelle de la totalité de Mars, c'est 800 tonnes d'aliments qui ont été donnés pour justement lutter contre la précarité. Alors, nous, évidemment, notre raison d'être, c'est avant tout de construire un meilleur monde pour les animaux. Donc, ce qui me tient le plus à cœur, ça va être les problématiques d'adoption et de lutte contre l'abandon. Contre l'abandon. Exactement. Il y a de plus en plus d'abandon, hein, corrigez-moi si je me trompe, justement, peut-être dû à l'inflation aussi, c'est vrai? Oui, et puis aussi à nos modes de vie changeants. Hein. C'est vrai qu'on est plus dans la consommation et dans le zapping. Donc, nous, on travaille avec la Fondation 30 millions d'amis pour réduire ces comportements d'abandon. Et on a plus de 200 refuges en France qu'on alimente en croquettes pédigrées, justement pour être sûr que ces animaux qui sont tristement abandonnés puissent être nourris et bien traités avant de retrouver un foyer. Très con, on va quand même parler de vous. Le leadership au féminin, c'est ce que vous incarnez. Est-ce que vous avez une définition du leadership au féminin ou est-ce que vous faites pas de différence entre les hommes et les femmes en la matière? Alors j'aimerais qu'on fasse pas de différence parce que le leadership tel que je le définis, il doit être authentique. Après, nul doute que certains aspects féminins sont parfois plus marqués. On me définira sans doute avec un leadership plus de proximité, de vulnérabilité et sans doute un peu d'émotion. Moi, j'ai appris au fil des années que mes émotions qui, au début de ma carrière, étaient considérées comme mes faiblesses, pouvaient aussi devenir mes forces parce qu'en fait, elles permettent de créer un lien avec mes équipes qui peut les emmener un peu partout. On va passer à la question du World Impact Summit juste après le jingle.
La question du World Impact Summit, le sommet des décideurs engagés dans un avenir durable, c'est celle-ci, celle que vous avez choisie, Laure. À l'heure du purpose washing, comment donner du sens et des preuves de vos engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale? Alors chez Mars, c'est un sujet qui nous tient extrêmement à cœur, la responsabilité sociale et environnementale, parce qu'elle est fidèle à un de nos grands principes d'entreprise qui est celui de la mutualité. Qu'est-ce que ça veut dire la mutualité? Ça veut dire qu'on peut pas créer de valeur si elle ne peut pas être partagée et avoir un impact positif sur l'ensemble des parties prenantes. Alors on a parlé un petit peu avant de notre responsabilité sociétale et notamment de notre lutte contre la précarité. On a aussi une énorme responsabilité à l'égard de la planète. On a défini avec Mars une feuille de route qui vise à avoir une empreinte net zéro en termes carbone à horizon 2050 avec un grand passage en 2030 à moins 50%. C'est environ 17 millions de tonnes de CO2 qu'on doit réduire encore dans les 5 prochaines années. Alors c'est des chiffres très beaux que tout le monde affiche, c'est 1 milliard d'euros ambitions. Voilà, après d'investissement. Ça coûte cher. Comment fait-on pour y parvenir? Alors, ça coûte cher, mais on est une entreprise familiale. Donc, on a quand même cette liberté de pouvoir investir dans le long terme sans la pression immédiate des cordes de la bourse. Donc, ça, c'est évidemment important. Donc, ça, on continue à le faire. Mais moi, ce qui m'importe le plus, c'est les preuves, en fait. Et donc, on le fait évidemment beaucoup sur l'amont agricole. Par exemple, au niveau de Mars Petcare, on va faire un partenariat avec Sol Capital en Europe avec 220 agriculteurs sur 46 000 hectares pour avoir une vraie agriculture régénératrice. C'est aussi le cas dans nos usines. On a toutes nos usines en France qui sont alimentées par de l'électricité renouvelable. Je prends le cas de l'usine d'Agno parce qu'elle est assez emblématique, c'est la plus grosse usine d'Europe de M&M's. Ça va être une usine sur laquelle on a une alimentation avec de la vapeur verte qui vient de réutilisation de déchets à proximité, où on a changé notre système de réfrigération pour économiser un tiers d'eau, 15% d'électricité. Et puis je vous l'évoquais aussi, ça va jusqu'à l'aval. Les transports sont aussi éminemment impliqués. Donc, on travaille tous les jours avec nos chaînes logistiques. D'abord pour mieux remplir les camions, pour qu'il y en ait moins. Et on a même mis en place une navette électrique entre notre usine de food et nos entrepôts. C'est déjà plus de 350 camions par an qui sont économisés. Donc, c'est au quotidien. Chaque étape et chaque acteur est impliqué. Question grande école, à présent, la question d'un étudiant de Centrale Supélec, juste après le jingle. La question de Centrale Supélec, c'est celle-ci. Comment est-ce que vous donnez du sens au quotidien à vos collaborateurs, sachant que vous ne les appelez pas collaborateurs? Oui, alors évidemment, moi je me lève tous les matins pour donner du sens à mes associés et ça c'est logique parce que ça répond vraiment à la proposition de valeur de Mars, notre raison d'être qui est vraiment le monde que l'on veut demain commence par la manière dont on fait du business aujourd'hui. Donc ça s'incarne évidemment par cette raison d'être. Moi je travaille dans le pet care, on a les animaux qui viennent, on a ces initiatives sur l'adoption qui sont extrêmement importantes et qui je pense donnent aux associés une vraie opportunité de connecter leur métier très business avec une émotion beaucoup plus personnelle. Et puis après, ils sont aussi acteurs de leur développement et de leur propre responsabilité au sein de l'entreprise. Donc nous, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle des associates resource group. En fait, c'est des groupes de travail où, de manière volontaire, les associés vont travailler sur un sujet d'inclusivité, que ça soit justement le leadership au féminin, l'inclusion des populations LGBT ou encore la diversité en général. Et puis c'est à eux de mener les initiatives. On peut avoir des responsabilités sur des initiatives sur le développement de la sustainability par exemple. Et ça en fait quand on est acteur de son quotidien, je pense que ça nous rend plus engagés. Puis la dernière chose pour revenir sur ce fameux leadership au féminin que vous décriviez, moi, je pense que j'ai un rôle d'exemplarité. Complètement, un rôle modèle. Exactement. Et voilà, aujourd'hui, j'ai envie de démontrer qu'on peut être une leader vulnérable, qu'on peut être une leader équilibrée. J'attends mon 3e enfant et vous voyez, ça a été accueilli avec beaucoup de joie. Et puis, je me dis que peut-être les prochaines générations se poseront moins de questions. Et quand on est engagé comme ça, je pense qu'on a plus envie de venir au bureau le matin. Absolument. On va passer à la question de l'hémicycle à présent. C'est vous qui allez peut-être poser des questions. On va le voir, question de l'hémicycle, juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Laure, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Vous avez 1 à 2 minutes face caméra, c'est à vous.
Alors moi, j'ai toujours des messages à faire passer à nos décideurs. J'ai la chance, en tant que représentante de Mars en France, de représenter une société qui a un tiers de son parc industriel européen en France et qui, au cours des 5 dernières années, a investi plus de 500 millions d'euros au service du développement industriel, de l'innovation ou de la décarbonation. Et évidemment, j'ai besoin, en tant que représentante de Mars en France, de continuer à défendre ces investissements en France. Mais pour ça, j'ai besoin d'aide pour défendre l'attractivité de notre pays au service de sa souveraineté agroalimentaire et je dirais même plus souveraineté agricole. Donc si j'ai un mot à faire passer à nos décideurs, c'est de m'accompagner dans cette démarche d'attractivité, d'abord en garantissant une meilleure prévisibilité budgétaire qui évidemment rassure nos décideurs internationaux, ensuite en poursuivant l'agenda de simplification et en évitant la surtransposition des réglementations européennes qui parfois nous peinent et rendent notre vie plus compliquée, en particulier dans nos usines. Et puis je dirais en continuant à accompagner nos investissements, en particulier ceux de décarbonation et d'innovation qui aujourd'hui nourrissent la création de valeur de Mars en France. Merci beaucoup Laure Mahé, le message est passé. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à notre émission. Avec grand plaisir Magali. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve évidemment très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.